Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, on va commencer par notre focus. On va reprendre le visionnage de votre série préférée, La Famille tout écran, bien sûr, qui vous est proposée par notre partenaire, le Clémy. Une série qui a pour objectif de donner des éclairages utiles, des conseils pratiques aussi à tous les parents quant à l'utilisation du numérique au sein des familles. On découvre ce nouvel épisode dans un instant. Et puis, elle a une idée derrière la tech, c'est Jeanne Dreyfus qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Trop contente, comme d'habitude, de vous retrouver. De quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de l'avancée de l'intelligence artificielle dans le domaine de l'archéologie, où quand l'étude du passé rencontre les technologies du futur, on regarde un petit peu quel est ce champ immense de possibilités tout à l'heure. Oh là là, on a hâte. Bon, et puis c'est notre question du jour. Les enfants sont ultra connectés, ça c'est pas nouveau. Mais sont-ils vraiment préparés à bien utiliser le numérique, à éviter les pièges des réseaux sociaux, bien sûr, à détecter les fake news ou encore à protéger leurs données? Aujourd'hui, on va parler de citoyenneté numérique, un concept qui devient essentiel alors que les écrans font partie, bien sûr, intégrante de nos vies et ce, dès le plus jeune âge. On va en parler avec notre invité aujourd'hui, Guéric Challenot. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'école du futur. Beaucoup. On est très content de vous recevoir. Vous êtes le cofondateur de BDC. On en parle dans un instant, juste après le focus. Avant de parler de BDC, justement, avec notre invité, d'abord, un focus sur la sensibilisation des enfants et des parents à l'utilisation des écrans au sein des familles, avec tout de suite ce nouvel épisode de la série La Famille tout écran, qui vous est proposé par notre partenaire, le Clémy. Continue bien sûr sur le même sujet. Imaginez une génération qui maîtrise le numérique, qui sait reconnaître une fake news en un coup d'œil, qui protège ses données aussi et en fait un usage raisonné. Est-ce que c'est une utopie ? Pas forcément, vous allez voir, on va en parler. L'un des grands défis de l'éducation, vous le savez, on en parle régulièrement, c'est d'apprendre aux jeunes à bien utiliser le numérique et les outils digitaux. Est-ce qu'on leur donne finalement assez de clés à ces jeunes, justement, pour en faire un usage éclairé ? C'est l'une des questions qu'on va se poser. Comment aussi sensibiliser sans culpabiliser ? Comment apprendre aux enfants à naviguer en toute sécurité dans le monde numérique et à leur donner les bons réflexes ? On en parle tout de suite avec notre invité dans la première partie du talk. Et notre invité aujourd'hui, donc j'en ai parlé en introduction, c'est Guéric Challenot, cofondateur de BDC. Vous faites plein de choses. J'ai BDC, un effort de sensibilisation, de prévention. Vous avez une cible plutôt sur les jeunes. D'abord, pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce que vous faites, je veux bien que vous nous présentiez tout ça. Merci. Alors, BDC, c'est Become Digital Citizen. C'est la rencontre de deux univers de terrain. La technologie d'une part, avec les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle entre autres, mais c'est aussi la rencontre avec le terrain pédagogique, des enseignants certifiés, des membres d'équipes de direction, qui face à un constat quotidien de besoins de la part des enfants, des familles et de l'ensemble des acteurs qui gravitent autour du milieu éducatif, se sont dit on va essayer d'être plutôt du côté des solutions que du problème et générer un ensemble de structures, de ressources pour permettre aux enfants de rentrer dans ce monde numérique de façon raisonnée et raisonnable. Parce que des problèmes, il y en a, mais des solutions, il y en a aussi. Et c'est justement tout l'enjeu que vous portez et ce que vous voulez proposer au sein des familles, des écoles aussi, on va en parler. C'est né aussi, BDC, la rencontre entre des enseignants et des ingénieurs en intelligence artificielle. Vous êtes de quel côté, vous ? Alors moi, à la base, je suis enseignant en histoire-géographie, ancien membre d'équipe de direction d'établissements scolaires. D'accord. Et dans le cadre de conférences et d'interactions qu'on a régulièrement, notamment à travers des projets d'innovation pédagogique, j'ai eu la chance de rencontrer certains acteurs du monde de la tech. Et très vite, on a convergé vers cette volonté de générer un produit de sensibilisation, de prévention et d'éducation aux usages du numérique et de l'intelligence artificielle. Sacrés enjeux pour l'éducation nationale. Parce que pourquoi l'éducation, selon vous, n'a pas, ou est-ce qu'elle l'a fait, n'a pas forcément pris conscience aujourd'hui de chacun de ces enjeux dans les parcours scolaires ? Est-ce que c'est intégré, pas encore ? Je crois qu'aujourd'hui, il y a une pluralité de démarches qui sont mises en place par des opérateurs publics, etc., qui chacun, dans leur champ de compétences spécifiques, font des choses positives. Ouais. On se rend compte aussi, malheureusement, sur le terrain, qu'il y a un manque de convergence autour de ces thématiques-là, que parfois aussi, il y a une désynchronisation entre les attentes des jeunes et la réalité des solutions qu'on leur propose. Et il y a une vraie, on parle de dissonance cognitive entre ce que vivent les jeunes en dehors de l'école et parfois ce qu'ils vivent dans l'école. C'est vrai.
Et justement, il y a encore un peu de boulot à faire et vous vous y attelez, en touchant principalement la cible des 10-13 ans. Pourquoi cette cible-là? C'est à ce moment-là que tout se joue? Alors la cible des 10-13 ans, parce que cette cible-là, c'est souvent l'entrée dans le monde du numérique, une dotation qui a tendance à être de plus en plus précoce, hein. On a des chiffres qui nous arrivent d'un peu partout, mais c'est une génération qui souvent, lorsqu'elle rentre au collège, c'est le fameux portable en 6e, mais c'est aussi des usages dans le cadre du milieu scolaire, péri ou extrascolaire, qui s'intensifient pour faire des recherches. On va sur Internet, donc quand on cumule l'ensemble de ces outils, on se retrouve avec des générations entières qui sont exposées au numérique et à tous ces dangers, ces risques, ces écueils, mais aussi à toutes ces opportunités. Et donc, c'est autour de toutes ces possibilités que BDC interagit. Alors, comment, justement, concrètement, ça se passe? Vous les accompagnez dans la lutte contre le cyberharcèlement, la prévention, la sensibilisation. Comment, en tant qu'utilisateur, aujourd'hui, je peux utiliser BDC? Alors, nous sommes venus interagir sur des facteurs et des phénomènes centraux autour desquels les jeunes sont impliqués de façon hebdomadaire, quotidienne. Alors on parle de cyberharcèlement, on parle de décrypter l'information, de données personnelles et d'identité numérique. On va aussi leur parler de réseaux sociaux, d'éco-responsabilité. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une ligne pédagogique qui invite les jeunes, bien sûr, à prendre connaissance de certains mécanismes, mais aussi à s'interroger sur leurs pratiques au quotidien. On leur soumet des dilemmes, etc. Et ils vont venir, à travers un parcours ludique et gamifié, pouvoir interagir avec ces notions fondamentales pour disposer d'une base nécessaire pour rentrer dans ce monde numérique de façon convenable. Cette base-là, vous l'avez constaté aussi, j'imagine, en tant qu'enseignant, elle n'existe pas vraiment. Il n'y a pas, même dans les cours d'éducation au numérique qui sont proposés dans les écoles par l'Éducation nationale, on ne peut pas non plus tout demander à l'école, et je le sais. Mais c'est un enjeu aussi d'éducation. On ne peut pas tout demander à l'école. Les enseignants, les équipes pédagogiques sont absolument concernés par ces questions. Et tout le monde s'y implique. Mais de façon générale, malheureusement aussi, il y a un manque de temps, il y a un manque aussi de solutions. Il y a un problème de verticalité. Et malheureusement, le fossé se creuse jour après jour entre ces jeunes générations qui utilisent de plus en plus des outils, mais qui malheureusement, de façon presque systématique, sont face à un vide générationnel qui fait qu'il y a de l'incompréhension, il y a du permissif ou de l'interdiction. Et ça, malheureusement, ça vient imperméabiliser le discours de sensibilisation et de prévention. Bien sûr. Justement, pour engager la conversation, vous avez un agent conversationnel dans cet outil que vous avez inventé, qui est l'une des spécificités de votre application. Quel type de questions ou de conseils il peut apporter cet agent aux jeunes aujourd'hui? Alors cet agent, comme tous nos contenus, est basé sur les bases de textes officiels, notamment le DIGCOMP 2.2, qui est la source européenne et qui est l'émanation en France du cadre de référence des compétences numériques. Il y a également le BICS, le Better Internet for Kids, avec tout le réseau français, le Safe Internet France. Donc notre agent circonstancie l'intégralité de ses réponses par ces cadres, pour permettre aux enfants d'obtenir des éléments sur le besoin d'une explication sur un terme complexe, mais aussi avoir des conseils. Par exemple, je suis victime. Qu'est-ce que je fais? À qui je peux m'adresser? Notamment en cas de cyberharcèlement, et on en parle beaucoup. Et il s'avère que tous nos tests montrent que les jeunes convergent vers ce module de façon très importante. Donc ils vont presque chercher de l'aide. Oui. Des conseils, peut-être une écoute aussi qu'ils n'ont pas forcément à l'école ou dans leur famille. Pas peur d'en parler? De l'aide, une écoute, des démarches. Et aussi, parfois, on s'en rend compte, le besoin de s'informer. Les jeunes, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ils ont un usage très récréatif des outils numériques, mais ils sont en pleine conscience de ces problématiques que sont les leurs. Et ils sont aussi en recherche de solutions. Et ils savent très bien, contrairement à ce qu'on pourrait penser, que potentiellement, dans un futur proche ou lointain, ils peuvent à leur tour être victimes et donc ils souhaitent anticiper et se former. Ça veut dire que vous travaillez avec le 3018, par exemple, quand vous avez un cas de cyberharcèlement qui est déclaré au sein de votre application? Alors exactement, nous on fait converger nos utilisateurs vers l'ensemble des opérateurs qui œuvrent dans le cadre du Safe Internet France. C'est le 3018, c'est Point de Contact. Tout à fait. On était malheureusement, on est très content de le faire, en rendez-vous avec la direction de Point de Contact, et le nombre de signalements
En France, c'est 40 000 signalements par an. C'est énorme. C'est énorme, mais on se rend compte que malheureusement, il y a un besoin qui est croissant. Et la question aujourd'hui, c'est comment nous tous, on arrive à se mettre en mouvement, les opérateurs publics, les start-up, les membres des équipes pédagogiques, les familles, pour créer du lien autour de ces problématiques qui font partie d'un enjeu sociétal du XXIe siècle. Bien sûr, l'histoire d'une responsabilité collective. L'histoire qu'on va continuer à raconter, à écrire aussi avec vous, Guéric, dans un instant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap, c'est le meilleur d'Internet et c'est toujours l'œil de Jean Martineau.こちら黄色のですね、レバーを手前に引いていただきます。で、黒のレバーを持っていただきまして、引き出していただきます。で、座席ですね、折りたたみになってますので、これ上げていただく。で、これテーブルがですね、ちょっと当たっちゃいますので、一回上げていただきまして、はい、戻していただくことで、これフラットに、することができます。反対側も同じようにすることでですね、足を伸ばしていただいたりとか、そういった風にですね、ご利用いただけることができます。Excuse me, what the fuck? De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité aujourd'hui, Guéric Challenot, cofondateur de BDC. On va continuer à parler de tous nos sujets, bien sûr, dans un instant. D'abord, on laisse place à la chronique de Jeanne. Jeanne Dreyfus qui a une idée derrière la tech. Jeanne, voir à travers les murs des pyramides, détecter aussi depuis le ciel des sites archéologiques jusque-là inconnus, déchiffrer bien sûr des papyrus sans avoir à les dérouler. Tout ça, on dirait de la magie, et pourtant c'est bien ce que les avancées en intelligence artificielle ont récemment permis dans le domaine de l'archéologie. Exactement, et voir ce que l'œil humain ne peut pas voir tout seul, voilà une vieille promesse de la science qui aujourd'hui, avec l'IA, prend des allures de merveilleux. Merveilleux qui n'a pas manqué de fasciner les journalistes face aux découvertes récentes dans le désert de Sarouj al-Khalid aux abords de Dubaï, grâce à l'intelligence artificielle, de traces de populations vivant il y a quelques 5 millénaires, à l'époque où, quand la région était plus verte qu'aujourd'hui, eh bien, des métallurgistes ou des commerçants de perles y travaillaient. Les formes géométriques, même sous le sable, même sous la végétation, révèlent ces vestiges d'anciennes constructions ou de voies terrestres avec une précision, grâce à l'IA
a de l'ordre de la dizaine de centimètres près dans un désert qui, lui, est vaste de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Incroyable. Est-ce que ça, c'est une révolution pour le domaine, justement? Je dirais même une révolution du visible, qui est travaillée au long cours par des chercheurs en lesquels, au début, peu de gens croyaient, comme l'universitaire Iris Kramer. Elle, c'est une docteure en archéologie qui avait parié il y a des années déjà que les technologies de laser LIDAR, qui traduisent en fait le visible en nuage de points, associées à l'IA, pourrait un jour nous aider à détecter les traces d'anciennes vies humaines, après avoir appris à coder, après avoir sonné aux portes des universités, des ingénieurs, des investisseurs. Eh bien, elle a fondé sa société qui s'appelle Archaï et qui aujourd'hui détecte des ruines, même au sein du tissu compact des forêts tropicales ou des massifs verdoyants d'Irlande, et ce à destination des historiens, donc des archéologues, mais aussi des scientifiques pour des questions de gestion des sols. Alors, est-ce qu'on a d'autres exemples de ces chercheurs qui vont à la conquête de l'impossible? Alors, ça a été le cas dans ce qui ressemble à un scénario bien ficelé, qui nous fait voyager au 1er siècle avant Jésus-Christ, aux côtés du philosophe Philodème de Gadara. Lui, il développe sa pensée épicurienne, il y a donc 21 siècles, sur des pages entières de manuscrits, dont un exemplaire appartient au beau-père de César et est conservé dans la Villa des Papyrus à Pompéi, dont les coulées du Vésuve en éruption allaient bientôt sceller le contenu pour les siècles et les siècles à venir. Jusqu'à ce que 2104 années précisément plus tard, eh bien, l'ex-CEO de GitHub, Nat Friedman, lance le Vesuvius Challenge. Il promet donc, grâce à ce challenge, une récompense de $700 000 pour qui saura déchiffrer le contenu de ce papyrus sans en détruire l'intégrité. On voyait comment il était tout calciné, impossible à dérouler. Alors le web est en émoi. Sur Discord, les discussions fusent et les modèles d'intelligence artificielle commencent à chauffer. Aïe, aïe, aïe. Alors verdict, qu'est-ce que ça a donné? Alors un groupe de 3 chercheurs américains, Youssef Nader, doctorant à Berlin, Julian Schilliger, étudiant en robotique suisse, et Luc Faritor, stagiaire de SpaceX qui a depuis intégré le département d'efficacité gouvernementale d'Elon Musk, ont développé un système. Un système qui, à partir d'un scan high-tech, a révélé l'intégralité du rouleau sans l'ouvrir, puis en fonction de l'épaisseur des feuilles et de la réaction des rayons aux zones imbibées d'encre à base de carbone ou pas, on réussit à reconstituer voilà, on a vu les caractères affichés comme ça, comme par magie. 11 colonnes, 2000 caractères, et donc révéler bien d'anciennes réflexions sur la vie, la nourriture, la musique, écrite donc par Philodème de Gadara au 1er siècle, par ici donc la monnaie. Alors vous parliez de pyramides tout à l'heure au début de votre chronique. Moi j'adore ça, Jeanne, donc je ne peux pas vous laisser terminer cette chronique sans évoquer ce que les nouvelles technologies ont permis dans ce domaine. Exactement, et bien c'est un projet plus ancien, puisqu'il remonte à 2015, et il a été créé, initié par l'Université du Caire, mais aussi en partenariat avec la France et notamment les équipes du CEA, du Conservatoire à l'énergie atomique, connu sous le nom de Scan Pyramide. On en a beaucoup parlé. Leur technologie, elle repose sur les muons. C'est des particules du rayonnement cosmique, rien que ça, qui traversent en fait les murailles et qui ont permis de révéler derrière les chevrons de la face nord, qui laissent penser, en fait, chevrons qui laissent penser qu'il y a un espace en dessous et non derrière, une pièce justement cachée derrière, c'est ça le génie des architectes, parce que en fait, dès lors que c'était pas caché en dessous, mais derrière, on n'est pas allé regarder, et donc, eh bien, ça a permis de garder secrète cette pièce pendant 4500 ans. Donc, l'IA, elle intervenait notamment pour guider les robots à l'intérieur des infractuosités mystérieuses des pyramides, en tout cas, afin de continuer à nourrir ce dialogue entre technologie et invisible qui ne fait, vous l'aurez compris, que commencer. C'est fascinant. Jeanne, je suis... Bouche bée. Bouche bée. Voilà, ça me donne... Vous savez quoi? Je vais vous emmener en Égypte. Ah, ça avec grand plaisir. On va faire les... Comment vous appelez ça? Les faisceaux cosmiques? Les muons. Ça s'appelle des muographes. C'est des rayonnements cosmiques qui sont des passe-murailles véritables. C'est incroyable. Incroyable. On en apprend tous les jours. Merci beaucoup, Jeanne, en tout cas. On lance ensemble tous les 3 la deuxième partie du talk. Et on se dit que c'est incroyable, effectivement. Vous connaissiez Guéric? Alors, je suis un petit peu, en tant que prof d'histoire-géographie et passionné d'archéologie. Mais c'est un exemple flagrant de ce que la technologie aujourd'hui peut apporter au service de la recherche, de la connaissance. Ouais. Alors justement, ça nous fait un lien un peu facile, mais vous trouvez l'intelligence artificielle à l'éducation alliée ou menace? Vous avez 4 heures.
C'est un sujet central, mais effectivement, je crois que moi, je fais partie de celles et ceux qui n'entretiennent plus la dichotomie. Elle a longtemps existé. Et aujourd'hui, on est un certain nombre d'acteurs à s'intéresser plutôt au comment. Utiliser l'intelligence artificielle avec parcimonie, avec intelligence, comment former les jeunes à bien l'utiliser. De toute façon, le progrès, lorsqu'il est à sa place, il ne recule pas, il s'installe. Et l'IA, aujourd'hui, elle est là, elle est dans le quotidien de nos élèves, de nos familles. Donc la question, c'est plus de savoir si c'est bien ou pas bien de l'utiliser, c'est de former les jeunes. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Et les moins jeunes aussi. Hein ? J'imagine, non pas pour dire que les enseignants ne sont pas jeunes, mais c'est un sujet de formation aussi essentiel au sein de l'éducation nationale. Typiquement, vous avez été enseignant, vous nous en parliez. Est-ce que vous avez déjà été formé à l'éducation nationale avant de travailler sur BDC ? Non. Alors... Formé à l'éducation nationale, oui, ça évidemment. Pardon, formé à l'intelligence artificielle. Oui, alors il existe parfois des formations, mais c'est très à la marge et périphérique, même si ça tend à se généraliser aujourd'hui, et tant mieux. En revanche, nous, ce dont nous sommes persuadés, c'est qu'il y a besoin de créer du lien entre ces générations. Et c'est entre autres pour cela qu'on a d'ailleurs créé sur notre parcours BDC un ensemble de modules à destination des parents et des enseignants. Tout à fait, ça c'était une évidence. C'était une évidence pour s'assurer que petits et grands bénéficient d'un degré d'information similaire, de sensibilisation similaire, pour leur permettre aussi d'engager un dialogue sur une base commune de connaissances, de sensibilisation, et puis aussi avoir une vraie ligne pédagogique qui invite les uns et les autres de nouveau à échanger ensemble autour de cette thématique. Pas toujours évident, hein. T'imagines, même en salle de classe ? Pas toujours évident et très complexe, comme on le disait tout à l'heure, parce que le fossé se creuse entre les usages des uns et la méconnaissance des autres, parfois. La perception du positif des uns, les élèves, et puis la crainte des autres, parce qu'effectivement, c'est pas tout blanc, tout noir. Il y a du positif, il y a aussi des écueils. Et en fait, il faut arriver à réconcilier un petit peu ces deux univers pour leur permettre d'interagir ensemble. Et donc, c'est pour ça que nous, on a à la fois une ventilation de modules dédiés pour les jeunes, mais aussi pour ceux qui les éduquent et qui les encadrent au quotidien. C'est important, effectivement. Alors, quand on parle de sensibilisation, de prévention à la citoyenneté numérique aussi, on parle bien sûr de multiplication des fake news, bien sûr aussi, d'infobésité. Ça aussi, j'imagine que c'est pas toujours évident d'apprendre de la meilleure manière qu'il soit aux jeunes, aux enfants, à différencier le vrai du faux, dans un monde où l'intelligence artificielle est partout. Ce terme d'infobésité que vous utilisez, qui a notamment été repris par l'Organisation mondiale de la santé au moment de la pandémie du Covid-19, nous invite toutes et tous à prendre nos responsabilités. Il y a un flux d'informations qui est gigantesque et qui arrive sur ces générations. Un flux d'informations parfois liés aux algorithmes et qui malheureusement peuvent être entretenus par des biais de confirmation, etc. Mais un flux d'informations sur lequel, pour autant, on peut aussi interagir. Et aujourd'hui, malheureusement, on sait que ces jeunes générations, notamment en lien avec l'utilisation d'outils numériques, ont gagné des capacités cognitives en termes de vitesse, etc. Sauf que cela vient entretenir un système de pensée qu'on appelle heuristique, qui est très rapide, mais malheureusement peu fiable. Et donc, nous, à travers notre outil, on vient interagir sur un mécanisme que l'on appelle l'inhibition, la résistance cognitive, pour inviter les jeunes à déclencher un système de pensée algorithmique, pour le coup, qui est beaucoup plus coûteux au niveau cognitif, mais qui les invite à utiliser leur esprit critique et leur libre arbitre. Parce qu'on peut se dire aussi qu'il n'est pas toujours évident de sensibiliser sans culpabiliser. C'est ce que vous nous dites derrière ça. C'est un enjeu aussi, j'imagine. C'est un véritable enjeu. Le discours moralisateur, on le sait, imperméabilise. Les enfants, ils sont plutôt réfractaires. Et aujourd'hui, l'idée, à travers un outil comme le nôtre, c'est de proposer aux jeunes qu'ils soient acteurs, qu'ils s'emparent des choses à travers un outil gamifié. Ils interagissent, il y a différents types de situations, il y a des choses très basiques, du quiz, du QCM, il y a aussi des textes à trous, des jeux en cases, on leur soumet des dilemmes moraux, ils doivent dire go ou no go face à des situations de la vie quotidienne. Et à partir de là, effectivement, c'est eux qui s'emparent de la problématique. Mais je crois qu'ils sont très demandeurs de cela. Ils sont très demandeurs. Est-ce que les écoles sont aussi demandeuses de ce que vous proposez ? Oui, alors nous, on a attaqué une phase de test il y a un certain temps. Dès le printemps dernier, nous étions sur une phase de test en mode MVP. Aujourd'hui, nous avons lancé notre V1 qui tourne déjà dans les établissements. Et en fait, notre plus belle satisfaction, c'est le retour des jeunes.
où on a 88% des élèves qui utilisent BDC aujourd'hui qui nous disent que ça leur apporte quelque chose, que ça leur permet de se sentir un peu mieux préparés, même si nous restons très humbles. Et on sait très bien que la mouture est beaucoup plus complexe que cela, mais en tout cas, c'est une brique fondamentale. Parmi ces briques, alors on en a parlé, elles sont nombreuses, effectivement, l'intelligence artificielle, l'infobésité, les fake news, etc. Il y a aussi, et ça m'a beaucoup intéressé quand j'ai cherché un peu ce que vous faisiez, l'impact écologique du numérique. C'est vrai c'est un sujet qui est encore peu abordé dans l'éducation aujourd'hui. Comment vous l'abordez et de quelle manière c'est intégré dans votre programme? Alors nous, on l'aborde à travers un module spécifique qui s'intitule l'éco-responsabilité numérique, un module à travers lequel on invite le jeune à prendre connaissance, à prendre conscience de l'impact que peut avoir l'usage du numérique dans sa vie quotidienne à travers les achats qu'il peut réaliser d'appareils, les notions de cycle de vie, mais aussi on va l'inviter à prendre conscience, on parlait d'IA générative un petit peu tout à l'heure, à prendre conscience que derrière tout cela, il y a un coût environnemental, il y a des serveurs qui tournent et on a des générations entières qui nous disent de façon très spontanée attention à l'empreinte carbone, l'avion, etc. Mais pour autant, ils font des requêtes dans tous les sens via certains process d'IA, etc. Donc là, il y a un enjeu, et cet enjeu, il nous concerne aussi tous. Parce que c'est vrai que quand on fait une requête aujourd'hui, et tous, on le fait sans doute sur ce plateau, sur ChatGPT ou sur d'autres outils d'IA, on ne se rend pas du tout compte de l'impact écologique. Et pourtant, il est bien là. Et pourtant, il est bien là. Et de plus en plus présent, parce que l'intelligence aussi se fait de plus en plus puissante, de plus en plus efficace. Et il est bien là, et je crois que l'idée à travers ce que vous soulevez aussi, c'est de faire prendre conscience à nos enfants, à nos élèves, que l'avenir va se construire avec ces outils. Et tout comme il y a des modes opératoires qui se mettent en place, on a parlé de durabilité, de développement durable, c'était le rapport Brundtland en 1987, mais demain, il est absolument évident que l'on devra tous opérer, et surtout ces jeunes générations, à des alternatives, à des solutions pour rendre cette utilisation numérique durable. C'est intéressant. Est-ce qu'aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des jeunes qui commencent à vous dire l'intelligence artificielle, c'est bien, mais en fait, d'un point de vue écologique, d'un point de vue éthique presque, je ne peux pas l'utiliser parce que ça coûte trop cher à la planète. Est-ce que ça, vous le voyez, ou est-ce qu'on en est encore un peu loin? On en est, c'est au stade embryonnaire, je dirais. La prise de conscience, elle est là pour certains, mais très peu encore. Oui, il y a encore un peu de travail. Là-dessus, je recommande, on a reçu récemment les créateurs du podcast Chat J'ai planté, je vais y arriver, le prix de l'IA, avec notamment Damien Douani, un super podcast sur le prix justement écologique, le coût écologique de l'intelligence artificielle. Allez, dernière question avant de terminer, vous vous concentrez là sur les 10-13 ans, Next Step, c'est quoi pour BDC? Alors le Next Step, là aujourd'hui, on est sur un développement dans les établissements scolaires pour tout ce qui est lié au CM2, 6e, 5e, donc cycle 3 principalement, et puis le Next Step, c'est de 9 à 99 ans. Ah bah c'est ça. Donc c'est de faire évoluer. On a du boulot, il y a de quoi faire, mais ça nous réjouit. Bravo. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de l'École du Futur. Merci Guéric. pour votre accueil. Ravi de vous avoir reçu, Guéric Challenot, cofondateur de cette application qui s'appelle BDC. Merci aussi à vous, Jeanne, d'avoir été parmi nous aujourd'hui. On va partir tous les trois en Égypte. Vous êtes OK? Allez, c'est parti. Génial. Merci à vous de nous avoir suivis, à la régie, à Edouard Deniot d'avoir produit cette émission. Et puis, comme tous les jours, dès demain, dès 12h30, on se retrouve dans l'École du Futur. D'ici là, passez une très bonne journée. Ciao.